Начинаем. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Добро пожаловать на виртуальную площадку Русского дома в Брюсселе. Bonsoir, chers amis, et bienvenue sur la plateforme virtuelle de la Maison russe à Bruxelles. Сегодня мы продолжаем наш проект совместно с Государственным Эрмитажем, который называется «Эрмитажные вечера» и который уже целый год успешно идет на виртуальной площадке нашего Русского дома. Aujourd'hui, nous continuons notre projet qui se déroule depuis un an déjà, avec beaucoup de succès sur la plateforme virtuelle de notre maison russe. И, как и всегда, эта встреча пройдет на двух языках, на русском, с синхронным переводом на французский язык. И я приветствую наших переводчиков, которые будут помогать нам сегодня. Comme toujours, cette soirée va se dérouler en deux langues, en russe et en français, et je suis très heureuse de saluer nos interprètes qui vont nous aider aujourd'hui. Но прежде чем передать слово нашему эксперту и начать экскурсию, я хотела бы сделать несколько технических замечаний, как всегда. Mais avant de leur passer la parole et présenter notre expert d'aujourd'hui, je voudrais vous donner quelques détails techniques, comme toujours. Для того, чтобы продолжать слушать нас на русском языке, оставайтесь там, где вы сейчас, если вы слышите, как я говорю по-русски, или нажмите на иконку с изображением глобуса внизу вашего экрана и выберите дорожку с русским языком. Si vous voulez nous suivre en français, s'il vous plaît, cliquez sur l'icône du globe en bas de votre écran et choisissez la piste de la langue française. Если вы хотите задать вопрос или сделать комментарий, для этого есть тоже иконки с изображением чата или с изображением руки, для того, чтобы вы могли сделать комментарий голосом. Пожалуйста, нажмите одну из этих иконок, и вы можете задавать вопросы или высказать свое мнение. Si vous voulez poser une question ou faire un commentaire, pour ça, vous avez aussi des icônes en bas de votre écran. Par exemple, voilà, je vois que quelqu'un a monté la main. Donc, il y a un chat pour des questions et aussi, vous pouvez essayer de faire un commentaire personnellement. И теперь я передам наш эфир эксперту. Donc maintenant, je vais passer la parole à notre expert. Je vais le présenter et votre question ou vos commentaires, on va les lire après la partie principale de cette excursion qui, une fois achevée, on va poser vos questions et discuter de ce que nous venons de voir. Et de cette manière, je vais me mettre en piste russe et nos interprètes commencent à travailler. Et avec un grand plaisir, je vous présente notre expert d'aujourd'hui, une personne qui va nous présenter une des parties les plus intéressantes de la collection de l'Ermitage d'État. C'est M. Vassili Mikhailovich Ouspensky, le
en fait, le chercheur dans l'art appliqué occidentaux et l'expert en gravure de l'Ermitage. Cher Vassili, je vous passe la parole. Merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Merci beaucoup et bonsoir à tous les participants, tous ceux qui sont aujourd'hui avec nous pour visionner ce film que vous allez voir. Il a été créé pour une exposition qui a eu lieu à l'Ermitage en 2020. Donc ça fait il y a 5 ans. Mais pourtant, cette vidéo et cette exposition, même aujourd'hui, sont très importantes parce que ils sont très importantes pour toute la collection de l'Ermitage qui représente le visage de la collection des peintures occidentales parce que l'Ermitage, c'est un musée qui a été créé avec moi à son noyau. Avec son noyau pendant le temps de Catherine II, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et pendant le temps quand Raphaël était le peintre le plus important, le numéro 1 dans l'Europe entière, y compris la Russie, pendant cette époque également. Maintenant, nous ne pouvons pas le dire ainsi parce que nous n'avons plus le peintre principal, nous n'avons plus cette notion de génie, de talent, parce qu'on est en train de le revisionner, ces termes. Et donc, de toute manière, Raphaël ne nous incite pas à ce sentiment qu'avant, parce que nous sommes maintenant dans notre nouvelle phase de développement. Mais pendant la création de l'époque à l'Ermitage, donc il y a eu une hiérarchie des peintres et Raphaël était en fait le peintre principal. C'est lui qui était en fait une sorte d'initiateur de cette tradition des peintres. Et donc c'est pour cette raison que l'exposition s'appelle La ligne de Raphaël, parce que cette exposition n'est pas seulement consacrée à Raphaël, mais également à son influence. Donc c'est à partir de 1520 jusqu'à 2020 où a eu lieu cette exposition à l'Ermitage. Donc c'est 500 années. Et donc, nous avons représenté toute cette influence dans notre exposition. Donc, il y a eu des lodges qui ont été créées à Vatican et qui ont été peints par Raphaël et ses élèves et qui représentent la copie en fait, et la copie est représentée également à l'Ermitage. Donc, nous avons pu déplacer cet espace sacré. Bon, vous savez qu'on peut avoir des copies d'un temple, par exemple, à Jérusalem, le temple de tombeau du Christ. Et nous avons une petite copie de ce tombeau à Moscou, en fait, dans le banlieue de Moscou, pour garder ce lien avec Jérusalem. Donc, la loge de Raphaël et sa petite copie à Saint-Pétersbourg représentent le lien entre Saint-Pétersbourg et Rome. Et au centre est Raphaël qui est l'un des pères fondateurs de l'Ermitage. C'est pour cette raison, tout ce qui est lié à Raphaël est très important pour nous et c'est pour cette raison ce sujet est important pour l'exposition et qui reste pour l'Ermitage et j'espère pour vous également, qui reste important à vos yeux. Et donc, je vous invite à visionner ce film et après, je vais vous donner quelques explications en plus. Merci beaucoup. Donc, on va voir cette vidéo.
Donc, dans cette salle de Raphaël, on peut trouver bien sûr ce point de départ de cette ligne de Raphaël. Mais en même temps, Raphaël lui-même et ses peintures ne seront pas représentées pendant l'exposition. Non, elles vont rester ici comme le point de départ, un point constant de l'Ermitage. Et cette exposition suppose la même chose, c'est-à-dire dès que vous l'avez vue, vous allez voir la grande exposition parce que pas toutes les pièces font partie de cette exposition. Et en ayant vu Raphaël, une des peintures de Raphaël, vous pouvez continuer votre visite pour aller rechercher de reflets de Raphaël chez d'autres peintres. Mais bien sûr, nous allons avoir des peintures apportées d'autres musées peints de Raphaël. Donc, Zoé va nous parler de cette peinture qui sont habituelles pour nous. Oui, en effet, je suis très contente que nous ayons ce genre de programme parce qu'on ne peut pas parler pendant une exposition habituelle de la biographie de Raphaël. Ce n'est pas quelque chose de très nécessaire aux visiteurs. Recording in progress. Donc, et on peut retrouver ce genre d'informations dans les articles, dans le catalogue, quand on trace ces lignes de la biographie et du destin de Raphaël. Et aujourd'hui, nous avons cette possibilité de parler de ces choses dont on va parler à l'ouverture de cette exposition, y compris, nous avons la caméra, vidéocaméra qui nous permet de voir ces peintures tous les jours. Donc, ce genre de point de départ pour Raphaël est représenté une période très importante quand il était en Florence, quand il est arrivé avec son maître Perugino et Raphaël n'était pas venu là-bas en fait, après avoir une invitation, il était arrivé là-bas pour chercher des donneurs d'ordre. Il essayait de trouver des clients travaillant avec Perugino. Et justement, nous avons plusieurs versions de ce tableau. On ne sait pas pour qui il a été créé. Peut-être c'est pour le duc Montefeld ou peut-être pour une autre personne qui avait hébergé pendant un certain temps Raphaël à Florence. Et cette œuvre est arrivée dans notre collection pendant le règne de Catherine II. C'est une collection de 1782. Cette collection, en effet, très exceptionnelle, qui comprend beaucoup d'œuvres italiennes. Mais il faut dire que cette collection est arrivée endommagée parce que Raphaël, en fait, beaucoup de restaurateurs avaient essayé de restaurer ces peintures et c'est pour cette raison cette peinture a été transférée sur une toile à l'Ermitage. Elle avait été restaurée partiellement même avant. Pourtant, regardez le format de cette peinture. Donc, c'est 1504. C'est un format assez large qui nous rappelle les Madones. Les Madones, en fait, dans un jardin, par exemple. Et bien sûr, Raphaël était impressionné par Michel-Ange et Leonardo da Vinci, et on peut le sentir quand on commence à comparer les toiles de la période de Florence avec les toiles précédentes. Ce qui est aussi intéressant, c'est que malgré les détails progressistes, l'influence des peintres de son époque, Raphaël utilisait sa propre technique. Il a utilisé le carton, la technique de bric-brac. Et maintenant, vous pouvez voir quelle est la différence entre ces deux peintures. On considère que cette peinture a été créée en 1504. C'est une date importante parce que Raphaël n'était pas encore en Florence, il était à Urbino.
Et vous voyez que c'est une petite peinture qui a été créée comme une image pour les prières avec un cadre très massif. Vous voyez que Madone est très bien dépeinte. Elle est devant des collines et ceux qui avaient visité Urbino au Perugia peuvent se rappeler de ces collines, de cet endroit avec les collines qui sont couvertes par la neige beaucoup plus tôt que tout le reste de l'Italie. Et on voit ici Madone qui, avec un livre, elle porte également un, un enfant. Et donc, toute cette peinture est inclue dans un cercle qui est une forme idéale de Renaissance. Et Raphaël utilisait le cercle très souvent. On peut dire également que ce cercle, on peut le retrouver dans notre exposition depuis le tout début. La première salle de l'exposition aura la forme d'un cercle. C'est une rotonde. Et ce n'est pas par hasard parce que cette métaphore d'un idéal. Et bien sûr, quand on parle de Raphaël, on entend beaucoup d'autres noms de peintres comme Perugino, Michel-Ange, Da Vinci, et beaucoup de personnes croient que l'accomplissement le plus important de Raphaël était pas comme celui de Michel-Ange ou Da Vinci, et c'est que lui-même, Raphaël, avait inventé très peu. Il a imbibé beaucoup d'influences de d'autres peintres et il les a résumés dans ce cercle idéal. Donc, ce n'est pas un génie de de mouvements brusques, il est plutôt un génie de l'harmonie. Et donc, Raphaël était très perceptible aux autres influences lui-même, et il était également très influent pour les autres peintres. Et je pense que peut-être Raphaël est le peintre le plus influent de tous les temps. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de beaucoup de choses pendant cette émission. Et l'exposition elle-même, elle est très variée. Nous allons avoir non pas seulement les peintures, mais également les graphiques, la sculpture, les arts appliqués et en particulier les œuvres, les maïoliques des Urbino, la ville où Raphaël est né. Et même ses contemporains, certains de ses contemporains l'appelaient le créateur des pots, en fait, parce que quand elle était jeune, il aurait créé des projets de pots pour les peindre ensuite. Et donc, Raphaël, de toute façon, a été associé avec Urbino. C'est pour cette raison on a eu ce lien avec cette ville. Il y a, par exemple, ici, on peut voir le massacre des innocents, cette gravure très connue que Marc-Antonio Raimondi a créée selon son projet de Raphaël. Et par la suite, un maître de Urbino a copié cette composition sur ces plateaux. Et ainsi, la vie de cette composition a continué sur cette nouvelle forme. Et les représentations figuratives dans les arts appliqués, sous les émails, dans les armureries, ont toujours été créées suivant les gravures, les images de gravure. Et les gravures les plus demandées de l'époque étaient justement les gravures d'Armondi et son école, selon les projets de Raphaël, selon les dessins de Raphaël.
Et grâce à ces gravures, Raphaël est devenu très connu très rapidement. La gloire de Raphaël s'est répandue justement parce que, en quelque sorte, il a laissé multiplier ses créations. Et donc, les gravures s'envolaient partaient dans toute l'Europe. Les gravures de Raphaël, et elles étaient copiées. Et de cette manière, Raphaël créait ce fond de l'époque. Euh, donc, Oui, si la gravure est une production en série, si on peut le dire, la création d'un carton est un travail tout à fait exceptionnel et nous sommes très fiers que notre collection comprenne notamment le carton Le Triomphe de Scipion l'Africain réalisé par Giulio Romano. C'est un carton préparatoire pour une tapisserie. Nous savons que Giulio Romano a créé toute une série de cartons sur le thème des triomphes de l'histoire antique, mais malheureusement, il reste très peu qui ont été conservés. Des esquisses, des dessins qui se trouvent aujourd'hui au Louvre. Et l'un des plus grands cartons conservés se trouve à l'Ermitage. Vous voyez qu'il est recouvert d'une glace, d'un verre, un grand verre de protection. C'est toujours un énorme problème, en fait, de recouvrir un dessin de cette taille avec du verre sans qu'il se déforme, ne produise de reflets. C'est pourquoi, bien que Giulio Romano ait été l'élève le plus proche, le plus apprécié de Raphaël Santi, ce carton restera à sa place et donc continuera la lignée de Raphaël dans l'exposition permanente. Je tiens à rappeler que l'exposition présentera des tapisseries, nous parlerons des cartons, des fragments conservés, des compositions entières liées au cycle, par exemple, des actes des apôtres qui ont été créés d'après les esquisses de Raphaël Santi. Il se trouve aujourd'hui au Victoria et Albert Musée. Donc, nous en présenterons des fragments. Et je tiens à vous montrer les dessins réalisés par Raphaël lui-même et par ses élèves, en particulier Giulio Romano. On sait en fait que Raphaël, qui recevait un grand nombre de commandes, il jouait souvent le rôle de générateur d'idées, donc il créait des esquisses, des petits cartons et ses élèves concrétisaient ses idées. Et du coup, il réalisait des dessins préparatoires, des cartons plus détaillés et il pouvait également compléter la composition finale avec quelques éléments ou un arrière-plan. Et ça produit toujours une impression grandiose, il faut dire. Le carton est sombre, l'éclairage est tamisé. Après, bon, le papier a aussi noirci avec le temps. Donc, je recommande toujours de vous approcher pour examiner les détails. Si une tapisserie est conçue pour être admirée de loin, le carton invite à un examen attentif et c'est particulièrement important pour nous. Par exemple, les fresques de Giulio Romano, actuellement en cours de restauration à l'Ermitage, ont conservé très peu de détails. Et chaque détail authentique réalisé par la main d'un tel maître, c'est toujours un véritable trésor. Oui, ce carton est aussi l'occasion de parler de l'importance, de la valeur des tapisseries au XVIe siècle. Donc, il est de coutume de considérer que c'est Raphaël lui-même qui a fait ces tapisseries sur le sujet des actes des apôtres. En fait, les tapisseries étaient tout comme des peintures qui étaient très valorisées, comme des peintures sur toile, des fois même plus, parce que ils étaient réalisés à l'aide des fils d'or et d'argent. Après, les moyens de concrétiser les compositions de Raphaël étaient beaucoup plus nombreux que la simple toile et l'huile. Déjà, de son vivant, son génie s'exprimait à travers différents médiums artistiques, à travers différentes techniques comme gravure, tapisserie, fresque, peinture, dessin, graphisme et plein d'autres choses. Il y a même une hypothèse
selon laquelle le cadre de la Madone Conestabile aurait été créé d'après ses esquisses. Donc Raphaël, c'est tout un univers artistique et ça aussi, ça fait partie de sa popularité. Effectivement, Raphaël a toujours été enterré d'élèves qui étaient constamment à ses côtés, qui le suivaient, qui apprenaient de lui. C'est un peintre collectif, si vous voulez. Donc, il partageait souvent ses croquis à ses élèves en disant, bon, vous finalisez le tableau. Donc, c'est eux qui achevaient le travail et c'est Raphaël qui les signait de son nom. Contrairement à Michel-Ange, qui est un génie solitaire, qui chassait tout le monde, qui fermait tout à clé, ne montrait rien à personne, Raphaël était un homme plutôt sociable, aimé par son entourage, de son vivant, et je pense que le reflet de cet amour a perduré après sa mort. En fait, il a transmis cette volonté à ses élèves, et même après sa mort, leur propre créativité, en fait, est partie par les voies très différentes, très diversifiées, souvent très différentes du parcours de Raphaël lui-même. Le style de Giulio Romano, viril, antique, héroïque, un peu pathétique, si vous voulez, très spectaculaire. Ça produit un effet. En fait, ça s'oppose, si vous voulez, à la douce harmonie de Raphaël lui-même, qu'on peut observer par exemple dans ses Madones. Mais voilà, il n'en reste pas moins que c'est l'œuvre d'un des élèves de Raphaël, qui est bien évidemment inspiré de l'héritage de son maître, par exemple en ce qui concerne l'interprétation de l'Antiquité. Donc on prend un monument antique, on l'interprète et on crée quelque chose de nouveau dans le style antique. Après, le résultat peut être complètement différent. Raphaël donnait la place à toutes les fleurs, si vous voulez. Et donc la fleur de Giulio Romano s'est avérée être très puissante, très différente des œuvres de son maître. Alors, certaines œuvres de Giulio Romano de notre collection qui sont présentes ici ont subi une restauration complexe, longue, et sont actuellement en attente avant de revenir dans l'exposition au cours du mois à venir. Donc, nous présenterons également une œuvre qui se trouvait autrefois à l'Ermitage et qui est aujourd'hui conservée dans la collection du Musée des Beaux-Arts Pouchkine à Moscou. Il n'y a pas seulement les gravures, il y a aussi les fresques qui ont été restaurées. Oui, il faut dire que la collection d'œuvres de Giulio Romano à l'Ermitage, de par la diversité et la qualité de ses œuvres, est parmi les meilleures au monde. Oui, je suis d'accord avec toi. Nous passons devant une tapisserie. Il y a toute une série en fait de tapisseries avec les signes du zodiaque. On aimerait bien les présenter tous dans le cadre de l'exposition, mais l'espace reste limité. Cette tapisserie était attribuée à un autre maître, Perina del Vago, un autre élève de Raphaël, qui a travaillé sur les loges de Raphaël au Vatican. C'était un artiste très professionnel. Ce n'est pas par hasard que Raphaël l'a intégré à son équipe. Après la mort de son maître, Perina del Vago est partie pour Gênes. Donc après la mort de Raphaël, très peu d'élèves sont restés à Rome, il faut dire. Donc les élèves se sont dispersés dans différents centres artistiques, pas seulement en Italie, aussi en Flandre par exemple, comme Tommaso Vincedoro, qui avec les cartons est parti en Flandre. Et donc voilà, ça fait une autre lignée qui montre comment l'art de Raphaël se dispersait à travers l'Europe, à travers les collections et les ateliers européens, notamment grâce par l'intermédiaire des élèves, des assistants du maître lui-même. En parcourant la salle de la Majolique, en regardant
toutes ces belles œuvres, des fois, on peut reconnaître tout de suite la source. Bon, si tu connais les gravures de Raimondi, par exemple, donc c'est très facile de reconnaître l'origine, la source. Et des fois, il y a des cas plus curieux, comme ce plat-là. Donc, en le regardant, on reconnaît le style de Raphaël, mais on a du mal à voir de quoi il s'agit exactement. En regardant de plus près, on se rend compte qu'en fait, la composition est en sorte de collage de différentes œuvres euh, de Raphaël. Donc, à droite, par exemple, il y a une femme, une nue, tournée de deux. Ça, c'est Athènes, du jugement de Paris. À côté, il y a deux figures masculines qui viennent du Parnasse. Au centre, et il y a la figure centrale de Hélène, peut-être. D'ailleurs, ça, je ne suis pas sûre que ça a été implanté à Raphaël. Donc, toutes les figures ont été copiées. Ils peuvent être reconnus, mais ils ont été copiés sur différentes sources. Et ici, ils ont été assemblés pour former une nouvelle composition. Le sujet ici, c'est le pillage de Rome, ce fameux Sacco di Roma qui est survenu peu après la mort de Raphaël, donc ce fameux pillage de la ville, une véritable catastrophe et qui a fait plusieurs morts, dont notamment les maîtres, plusieurs peintres de Raimondi. Et cet événement, ce Sacco di Roma, a été comparé à l'effondrement du Rome ancien, donc qui a été pillé par les barbares. Et le fait que cet événement s'est produit seulement quelques années après la mort de Raphaël a renforcé un peu l'image de Raphaël comme l'âge d'or. Donc c'était le temps avant le pillage de Rome, quand Rome prospérait avec les plus grands artistes qui y travaillaient. Comme l'Antiquité l'a été avant le pillage des barbares, là c'était la ville de Rome avant Sacco di Roma, donc une sorte d'existence un peu idyllique sur Terre, et Raphaël comme la personnification de cet idéal perdu. Michel-Ange, il a vécu beaucoup plus longtemps. Léonard de Vinci a été plutôt associé à Florence et Milan, tandis que Raphaël, voilà, il était lié à Rome. Et Rome était considéré comme le centre du monde, en tout cas dans la vision des Italiens, des catholiques, plus généralement du monde au XVIe siècle. Et donc, cela a immortalisé un peu le rôle du centre sacré de Raphaël, l'idéal personnifié à travers les siècles. Oui, j'aime beaucoup cette idée de l'âge d'or. Ferraro, on dirait que c'est le plus grand maître de la Renaissance, mais on l'appelait aussi Raphaël de Ferrare. Oui, on voit bien pourquoi, parce que effectivement, il y a cette influence de l'école d'Athènes qui se lie dans la composition, mais aussi dans le type des personnages. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est par son style plus archaïque que Raphaël. C'est le cas, vous savez, où l'imiteur s'avère moins progressiste que celui qui l'imite. Et il en résulte quelque chose d'assez étrange. D'un côté, il y a toutes les découvertes de Raphaël, et d'autre part, il y a une sorte de retour en arrière vers l'archaïque du XVe siècle. On revient à la Renaissance primitive, donc ça fait un mix un peu étrange.
Raphaël qui absorbait différentes influences et créait ses propres œuvres très adaptées, très adéquates par rapport à son époque, même s'il suivait d'autres maîtres. Voilà, il était assez progressiste. Garofalo, non, ça n'a pas marché de la même manière. Garofalo a beaucoup d'œuvres qui ont été faites sur le modèle, sur la base des œuvres de Raphaël. Et nous avons une très grande collection de ces travaux. C'est notre fierté, en fait. Après, voilà, il faut sélectionner. On a toujours envie de montrer tout, mais il faut choisir. Donc, pour laisser pour l'instant un peu de côté les maîtres, les artistes qui ont suivi la lignée de Raphaël, et nous entrons maintenant dans le cabinet de l'impératrice Marie Fedorovna, épouse de l'empereur Nicolas Ier. Autrefois, cette salle abritait des fresques. Aujourd'hui, vous ne voyez que des cadres dorés. Donc voilà, ce sont des lieux qui semblent littéralement s'ennuyer sans ces œuvres qui s'y trouvaient depuis 1865. Ces fresques ont été acquises par l'Ermitage sur l'ordre d'Alexandre II. Et pendant longtemps, ces fresques se trouvaient dans ce cabinet. Ils ont passé par plusieurs restaurations. Cette salle me donne toujours l'impression que c'est là d'où vient l'idée, en fait, de faire ce pont avec Raphaël. Donc, en discutant de la restauration de ces fresques avec les restaurateurs, nous nous sommes demandé que faut-il faire exactement. On enlève tout simplement les saletés, les poussières, ou bien on va plus loin. Donc, on fait une expérience. On a pris en fresque et on a lancé un travail avec un laboratoire de restauration scientifique de la peinture monumentale. Donc, fresque après fresque, ils ont été retirés des murs, étudiés, restaurés, et cela aboutit à des découvertes vraiment stupéfiantes sur le point scientifique et aussi en ce qui concerne la restauration. Et donc, c'est de ce projet que nous attendons avec ce projet, nous l'attendons avec impatience parce qu'il illustre parfaitement cette ligne de Raphaël. Oui, c'est vrai que ces vides roses dans les cadres dorés, ça attire tout de suite l'attention de tout le monde. Tout le monde commence à se poser des questions. Euh, Qu'est-ce qui manque? En fait, cette salle a toujours été connue comme la salle des fresques de l'école de Raphaël. C'est pas Michel-Ange? Non, non, c'est l'école de Raphaël. Parce que c'est lui, finalement, qui attire toute l'attention. Oui, d'une part, c'est Michel-Ange qui est en quelque sorte responsable, mais d'autre part, les fresques elles-mêmes, parce qu'ils ont, au fil des siècles, elles ont eu bon, un traitement différent. Ici, on peut se rappeler les mots de Pouchkine, les vers de Pouchkine. Je trouve ridicule qu'un bouffon malheureux salit la Madone de Raphaël. Bon, il l'a dit par rapport à autre chose, mais on peut dire que ces fresques ont vraiment été abîmées. Ils ont été retouchés, restaurés, entre les guillemets, et finalement, il restait peu de choses de Raphaël lui-même. Il y avait bon, des contours très généraux. Puis voilà, on savait que ça remonte à Raphaël parce qu'il a les mêmes gravures, les mêmes dessins. Mais sinon, leur aspect n'inspirait aucune attention, aucun intérêt. Aujourd'hui, quand ils ont été nettoyés, quand nous avons pu voir la peinture originale du début du XVIe siècle, la peinture authentique,
Donc, ils ont été créés vers 1520, l'année de la mort de Raphaël, par les artistes de son entourage. Ça produit tout un autre effet. Donc, il est impossible de détourner le regard. Et à chaque fois, nous avons aussi la chance de venir dans le laboratoire pour assister au travail. À chaque fois, on découvre de nouvelles choses. Donc, c'est très, très passionnant. Une fois la restauration terminée, on va organiser aussi l'exposition. Donc, la restauration va durer plus longtemps que ça, je pense. Ça va être une occasion de suivre, d'être témoin à la renaissance de ces chefs-d'œuvre. Donc, je pense que les fresques, une fois de retour, vont faire une belle concurrence à Michel-Ange, surtout après notre récit. Je pense que maintenant, toutes les écouteurs vont se faire une idée. Voilà, en décembre 2020, il faut revenir pour voir finalement les fresques restaurées. Donc, on vous invite de venir ici voir ces fresques parce que c'est un chef-d'œuvre de restauration. Ce qui font nos collègues avec ces fresques, c'est incroyable. Donc, je vais rester ici juste un seconde pour sentir ce que c'est le travail avec une fresque. Et bien sûr, encore une fois, je devrais vous dire que ce serait un moment unique. On va vous montrer les fresques pendant leur restauration. C'est quelque chose qui n'a jamais été, en fait, qui ne se montre jamais au public. Là, c'est l'histoire de l'enlèvement d'Hélène. Donc, il y a une légende qui est liée en fait, aux personnes aux peintres qui créaient les fresques. Donc, c'est cette maison qui était sur cette fresque, on croyait que c'était la maison de Raphaël. Donc, c'était à Borghese, là où il y avait, sur le territoire de Villa Borghese, aurait été la maison de Raphaël, selon la légende. Et c'est un bon exemple comment une fresque a été créée et recréée. Et donc, si on avait avait eu la possibilité de voir la fresque de Villa Borghese, on aurait vu qu'il y a eu une différence entre cette fresque et celle qu'on voit ici. Et donc, maintenant, on va passer dans une autre salle et notre public nous demande est-ce qu'on va diffuser l'exposition en ligne. Oui, en effet, on va le faire parce qu'on a travaillé depuis longtemps sur cette exposition. On va utiliser toute possibilité pour vous parler cette année, à l'année de l'anniversaire de Raphaël, parler plus de ce maître peintre et voilà. Nous avons passé beaucoup de temps au XVIe siècle et avec tout ce qui a été lié avec Raphaël directement et son entourage direct. Mais l'exposition est consacrée surtout aux œuvres de 5 siècles, de 1520 à 2020, consacrées en fait à Raphaël. Et la plupart des expositions ne sont pas les travaux de Raphaël et ses élèves, mais ce sont les peintures et les créations des peintres qui n'avaient jamais connu Raphaël, qui vivaient dans d'autres pays, mais qui ont ressenti son influence malgré cela. Donc, un exemple, la peinture de Carracci, l'un des frères Carracci. Donc, c'était les peintres compliqués qui étaient toujours en recherche et donc ils ont été influencés par beaucoup de choses pendant leur vie. Ils auraient recherché un idéal éclectique avec les colorites de Venise, avec les forces de Michel-Ange, avec l'influence de Raphaël. Donc c'est une en fait, on dit qu'il aurait fait ça, mais ces peintres étaient influencés par des peintres différents. Et donc, cette peinture représente la période plus où, en fait, Raphaël
a été influencé par l'esprit de Rome et qui aurait influencé cette peinture. Il y a trois éléments qui peuvent influencer les peintres. C'est Raphaël, Michel-Ange et l'Antiquité. Et bien sûr, c'est Carracci plus tardif qui est arrivé à cette harmonie et on peut retrouver l'influence de Raphaël. Et c'est pas par hasard, il prend cette forme de rond qu'on retrouve chez Raphaël également. Et on peut retrouver cette composition avec cette harmonie douce. On peut ressentir l'influence de Raphaël, même si on ne parle pas ici de citation de Raphaël, parce qu'il y a certains peintres qui même citaient Raphaël. Il y a les autres peintres qui interprétaient et s'inspiraient des créations de Raphaël. Et ce qui est le plus important ici, ce ne sont pas les personnages, mais le paysage. Et Carracci, le frère Carracci, était très connu comme ceux qui ont découvert les paysages classiques créés dans une harmonie douce et calme. Et le paysage, on pouvait le retrouver également dans les peintures de Raphaël. Le paysage chez Raphaël jouait un rôle important, mais de second plan plutôt. Et bien sûr, les personnages étaient plus importants pour Raphaël. Et Carracci, ici, il finit ce travail que Raphaël n'avait pas fini, donc n'avait pas accompli. Et donc, les paysages sont au centre de la peinture. Et si on compare, on ne peut pas en fait égaler Raphaël dans ses représentations de Madone. On peut en fait essayer de le d'évancer dans la représentation des paysages. Il faut dire que nous passons par le cabinet italien et nous le traversons. Et avant les expositions dans le bâtiment de l'Ermitage ancien, la plupart de l'école italienne étaient installées ici. Si on regarde les photos anciennes, les aquarelles avec les intérieurs de nouveaux ermitages, on peut y retrouver la Madone Alba, le Saint-Georges et également Saint-Georges qui avait quitté une fois la collection d'Hermitage, également les créations de Leonardo da Vinci qui se trouvaient une fois ici également. Pour ne pas dire que dans chaque peinture, on essaie de trouver Raphaël, je pensais à cette peinture pour vous montrer qu'il n'y a pratiquement rien qui nous rappelle Raphaël ici. C'est une autre manière expressive qui est opposée, en opposition à la à les finitions idéales de Raphaël. Pendant combien de temps sera organisée cette exposition? Elle durera pendant 4 mois parce que c'est une grande exposition. On espère qu'elle va attirer beaucoup du public. Nous avons eu des accords avec certains musées européens, y compris avec le Louvre, qui avait promis de nous, à nous donner quelques pièces pour ces expositions. On espère qu'on va pouvoir suivre cette exposition sur notre plan. Et donc, en parlant de l'harmonie, on se retrouve ici devant la peinture d'un maître Battoni. C'est un peintre italien très connu et je pense que Vassili, comme un amateur de l'harmonie, pourrait nous en parler très bien, mais je vais vous rappeler seulement que ces personnages
de Rome de Raphaël, c'est la Madone de l'amour et les autres représentations de Madone seront représentées ici dans la partie du XVIe siècle et avec un pont vers le XVIIIe siècle. Oui, en effet, dans chaque partie de notre exposition, selon le siècle, le XVIe, le XVIIe, le XVIIIe, le XIXe, le XXe et le XXIe siècle. Et dans chaque de ces parties, nous allons retrouver un ou deux créations les plus importantes. Ici, c'est la peinture la plus importante du XVIIIe siècle de Battoni, qui est bien adaptée parce qu'on peut retrouver la grâce légère de Rococo d'une part et de l'autre part, on peut retrouver le classicisme sérieux naissant et de cette manière est réuni tout un siècle. Oui, en effet, il a vécu à Rome et Rome du XVIIIe siècle, c'est Rome de l'époque de Grand Tour. C'est le phénomène le plus important de la vie artistique de la ville. C'était les touristes étrangers qui étaient des touristes qui venaient visiter cette ville pour terminer à leur éducation qui était nécessaire. Donc, après avoir suivi les études chez soi, il fallait venir à Rome pour connaître les œuvres de l'Antiquité, Raphaël. Donc, c'était quelque chose pratiquement obligatoire pour les aristocrates de l'époque. Et donc, il y en a beaucoup qui venaient ici. Il y avait des clients, des peintres. Et donc, cette peinture a été achetée par Pavel I quand il a fait son tour. Et donc, quand les touristes visitaient Rome, ils voulaient apporter quelque chose de cette ville-là, ce qu'on appellerait aujourd'hui un souvenir. Et comme ces touristes venaient voir Raphaël et les pièces d'antiquité, ces touristes voulaient emporter quelque chose de ce genre. Et donc, certains d'entre eux amenaient avec eux Raphaël, ceux qui pouvaient le faire, qui avaient cette possibilité, mais beaucoup d'entre eux importer quelque chose qui rappelait dans l'esprit de Raphaël et de l'Antiquité. Et pour cette raison, le classicisme du XVIIIe siècle est né à Rome, justement pour faire plaisir à ses clients, y compris à Pavel I, et qui avait un goût un peu écolier envers Raphaël. Donc, au lieu de Lévitin et Shishkin au XVIIIe siècle, on parlait de Raphaël. Et pour cette raison, les peintres de son époque et même plus tard essayaient de l'imiter. Et donc, on ne peut pas dire que ce tableau il a été créé au XVIe siècle, même s'il avait beaucoup influencé par Raphaël. On peut certainement dire qu'il représente le XVIIIe siècle. Et donc, le but d'ailleurs de cette exposition, de montrer comme pendant ces 500 années, les peintres, en fait, utilisaient les sources uniques. Donc, on va essayer de faire une petite annonce qu'on va préparer un cycle des programmes consacrés à cette exposition. Donc, suivez nos réseaux sociaux et nos collègues vont en parler très en détail. Et j'ai encore une autre question pour vous. Vous avez dit que le XXIe siècle serait également représenté pendant cette exposition. Est-ce que nous allons avoir les créations de 2020 également? Oui, on va avoir une seule création de 2020. C'est l'interprétation des Madones de Sistine qui montre que jusqu'à nos jours, et justement d'ailleurs on peut retrouver Raphaël ici sur le plafond. Donc, Raphaël
traverse non pas seulement les pièces, mais également les intérieurs de ce musée, et pas seulement les objets de cette exposition. Donc, on peut visiter ce musée et on peut retrouver un peu de Raphaël un peu partout. Et je pense que notre public, en passant par ces salles, il va dire, oh, je peux voir ici Raphaël. Oui, nous avons Raphaël sur la façade d'Ermitage. Nous avons une statue de Raphaël et d'ailleurs, ça a été un peu difficile de la retrouver. Donc, si vous allez pouvoir la retrouver tout seul dans la cour, il y a une statue de Raphaël, mais c'est très difficile de la voir. Ici, encore, on peut voir une peinture. On est passé devant plusieurs fois et pas tout de suite nous l'avons vue comme une peinture qui a un peu de Raphaël en elle. Et donc, on a retrouvé quelque chose de familier dans cette peinture et on n'a pas d'informations que, par exemple, cette peinture, c'est, par exemple, une peinture de Carracci ou autre. Nous n'avons pas d'informations préalables et qu'est-ce qu'on peut retrouver. Et donc, on a même dans ces peintures différentes, on a retrouvé des citations différentes et des interprétations de Raphaël. Nous avons eu même des copies que nous n'avions jamais montrées, comme la copie d'hôtel de Baglione. Donc oui, c'est très facile de reconnaître une copie, mais on pouvait aussi reconnaître certains éléments parmi les peintures qui ne facilitent pas le travail de cette reconnaissance. Et ici, on n'a pas compris tout de suite à cause de cette interprétation étrange du caravaggisme, parce que ça ne fait pas penser de Raphaël et Caravaggio était un complet opposé à Raphaël et également tous ses élèves, il était considéré comme un anti-Raphaël. Il était comme un antichrist, alors que Raphaël était comparé, même de son vivant, à Christ. Mais pourtant, c'est un peintre Forini qui est un peu caravaggisme avec d'autres influences. Il était un moine dans son passé qui ensuite a commencé à représenter, à peindre les personnages nus. Et ici, on peut ressentir l'influence des trois grâces de Raphaël et de la Villa Fornesina et les trois grâces de Raphaël. On se rappelle une représentation de trois grâces de Raphaël, une autre représentation où ces trois personnages sont en ligne, représentés d'une manière simple. Et cette peinture était très peu connue et tout le monde connaissait Fornesino, la peinture de Fornesino, et les trois grâces représentaient l'harmonie qui attirait beaucoup d'attention. Et pour ce sujet de trois grâces, on empruntait la composition des personnages de Raphaël, mais cette atmosphère énigmatique qui nous rappelle Sfumato de Leonardo da Vinci est bien représentée par le peintre. Si Battoni et Raphaël habillés
comme une finesse des grâces. Et ici, c'est la peinture des caravaggismes des arts plus de Florence. Donc, nous allons avoir deux dessins d'un musée britannique. Et donc, les pré-raphaélites vont être représentés d'une manière. Donc, les pré-raphaélites sont en fait inspirés par les arts avant Raphaël, mais qui inclut Raphaël dans sa période plus précoce. Donc, il y a eu 3 périodes de Raphaël, selon les villes dans lesquelles il travaillait. Et donc, ces pré-raphaélites nous envoient dans les arts de renaissance précoce et les arts médiévaux. Et puis, c'est l'étape romane plus classique avec le Parnasse, l'école d'Athènes, et donc toutes ces œuvres classiques. Et tous ces chefs-d'œuvre classiques bien usés, si je peux le dire, par les académies européennes, vers le 19e siècle, et sont devenus un peu banals, je veux dire, tandis que le Raphaël, pendant sa première période et tout ce qui le précédait, est devenu intéressant. Donc, c'est pas que Raphaël, c'était quelque chose de central pour eux. C'est juste que voilà, son nom, ça fait partie maintenant de leur appellation. Donc oui, bien sûr, on les a aussi inclus dans notre exposition. Il y a 2 dessins qui vont venir. Donc, une autre question concernant la participation d'autres musées. Y aura-t-il des peintures d'autres musées russes? Oui, bien sûr. On aura des œuvres provenant du musée russe, de la galerie Tretiakov, musée des beaux-arts Pouchkine à Moscou. Mais il y aura aussi des choses exceptionnelles. Notamment, nous attendons l'arrivée de la Madone de Tagile, Madone de Tagil. Pourquoi cette œuvre tout à fait exceptionnelle? Parce que oui, il fait souvent l'objet de débats scientifiques, de différentes discussions. Cette exposition sera au centre d'attention et sera aussi l'occasion d'avoir des discussions, pourquoi pas. Et bien sûr, quand on parle de l'harmonie, de la Renaissance, de l'harmonie de Raphaël, là, par exemple, nous nous trouvons dans une loge très pittoresque pour revenir à l'harmonie de la Renaissance. C'est le début du XVIe siècle. Nous pouvons nous rappeler tous les élèves qui ont travaillé avec Raphaël, une équipe assez importante, qui sont énumérés dans les articles de notre catalogue et qui sont bien évidemment évoqués dans nos récits dans le cadre de cette exposition. Et en fait, la boucle s'est bouclée parce que oui, on parle de la Renaissance, mais en même temps, on voit bien que c'est le XVIIIe siècle. Si vous comparez les photos de Raphaël à Vatican avec notre loggia ici à l'Ermitage, vous verrez bien les différences. Déjà, l'état des fresques, des peintures, parce qu'ici, c'est quand même un espace couvert. Mais aussi, il y a la différence dans les couleurs, les coloris. Donc, ça devrait être la copie conforme, la même taille, les mêmes sujets, mais on sent 2 sources. Il y a le XVIe et il y a le XVIIIe siècle. Et on voit bien que c'est le XVIIIe qui domine. Catherine II, comme vous le savez, elle n'a jamais quitté la Russie pendant son règne.
Mais n'empêche qu'elle était toujours au courant de toutes les tendances artistiques. Une fois, on lui a envoyé les gravures colorées des loggias de Raphaël, donc elle les a regardées et elle a décidé d'en créer une copie, grandeur nature. En fait, si vous regardez ces gravures, vous allez comprendre d'où vient son désir. Parce qu'au début, ce qu'elle voulait faire, ce n'est pas une copie grandeur nature, mais une copie plus petite, parce que ces gravures colorées ressemblent, vous savez, à des kits pour fabriquer quelque chose toi-même. Quand tu coupes, tu colles et voilà, tu crées une petite maisonnette. En fait, ça ressemblait à ça. Et je pense que son premier désir, c'était de créer une sorte de petite maisonnette, un petit souvenir. D'où vient cette idée euh, euh, donc de réaliser cette copie. Catherine n'a jamais vu ces loggias originels, mais après, au fil du temps, il y a eu quelques transformations, grandeur plus impériale. Donc, l'idée originale de faire une petite copie, parce que bon, c'est connu, elle aimait bien ce genre de petite copie pour son petit-fils, par exemple. Mais finalement, elle a opté pour cette grande copie. Vous savez, il y a cette idée de transposer des espaces sacrés, comme par exemple le tombeau divin, le tombeau de Dieu, et puis il y a la ville Nouveau Jérusalem, une ville qui a été construite pas loin de Moscou. Donc il y a cette idée de transposition d'un espace sacré. Et c'est un peu ça en fait. Donc il y a Saint-Pétersbourg, il y a l'Ermitage avec un très beau panorama, tous ces bâtiments qui ont été déjà construits spécialement pour le musée, pas en tant que palais, mais comme en musée. Et donc, il y a plusieurs perspectives d'apparat. Il y a déjà le grand escalier. Mais si tu entres dans le musée en venant du palais, c'est ça ton entrée principale. Et du coup, tu passes par cette galerie, cette loge de Raphaël. Et dans ce sens, Raphaël est aussi le point de départ, le point d'où débutent plusieurs lignes et aussi le point où l'on revient. Bon, peut-être pas une fois tous les 500 ans, hein, on peut revenir plus souvent pour comprendre les voies par lesquelles l'art européen s'est développé, pour aussi revenir à la source, pour mieux appréhender la place de Raphaël, la place de l'idéal dans la culture européenne, comment cette perception changeait au fil des siècles et comment ces changements, qu'est-ce que ces changements parlent de nous, des humains, notre perception de Raphaël, de sa tradition. Si Raphaël, aujourd'hui, ça nous fait bâillir, alors pourquoi? Si au fil des siècles, il était objet d'inspiration et d'admiration. Donc voilà, en répondant à ce genre de questions, on peut creuser. Chacun voyait dans Raphaël quelque chose de personnel. Ici, on voit son côté décoratif, même si voilà, c'est tout l'univers, c'est une sorte de Bible de Raphaël. Mais pour moi, la première impression qui te frappe dans cette salle, c'est que c'est beau. Et voilà, c'est le XVIIIe siècle, pur et dur, qui a été un peu fou du décor par rapport à d'autres époques qui optaient plus pour du sérieux. Le XIXe siècle, la Madone Sixtine, donc c'était plutôt le côté spirituel.
Donc c'est intéressant de regarder Raphaël de ces différentes perspectives pour finalement se poser la question qu'est-ce que nous on voit dans Raphaël. Merci beaucoup. Avant de terminer notre émission, une autre question des spectateurs. Alors comment puis-je me préparer à cette exposition? Quoi lire? Comment m'informer? Alors, l'exposition porte sur 5 siècles de l'art. Donc, ce que je pourrais conseiller, c'est lire quelque chose sur l'art, sur l'histoire de l'art. Mais bon, c'est pas obligé, hein. Il y aura plusieurs publications qui vont accompagner cette exposition. Donc oui, pourquoi pas, vous pouvez les acheter à l'avance, lire d'abord et puis venir regarder l'exposition. Puis je peux vous conseiller Giorgio Vasari, euh, la vie de Raphaël. Mais voilà, en lisant Vasari, juste un petit commentaire, n'oubliez pas que c'est faux, hein. La moitié, en tout cas, c'est pas vrai. Parce que bon, ça fait partie un peu du mythe assez développé, parce que le livre a été écrit 30 ans après la mort de Raphaël. Vasari, il n'a jamais connu, il n'a jamais rencontré Raphaël. Donc, ce récit, ce livre est basé sur les témoignages des autres. Après, oui, ce livre contient quand même des faits, des descriptions de ses œuvres assez précises. Vasari est peintre lui-même, donc il était très précis dans les descriptions. Il était très fidèle, donc souvent avec 3, 4 mots, il pouvait rendre l'impression produite par tel ou tel tableau au XVIe siècle. Donc, ça, je peux vraiment vous conseiller. Disons, sur la tablette, vous regardez le tableau et en même temps, vous lisez le livre de Vasari et vous comparez. Si le tableau vous produit, vous fait la même impression que Vasari décrit. Et c'est intéressant de jouer dans ce genre de dialogue avec Vasari. Donc, comme ça va vous laisser une certaine impression personnelle de Raphaël. Et puis que vous pourrez ensuite compléter par la visite de l'exposition. Chers collègues, merci beaucoup. Merci aussi à nos spectateurs. L'exposition ouvrira ses portes en décembre. Donc, on est vraiment impatients. L'exposition va occuper plusieurs salles. Il y aura combien de pièces au total? Autour de 300. Mais voilà, il y a des tapisseries, il y a des camées. Ce sont des chefs-d'œuvre de taille très différentes. Oui, pour compléter la réponse de Vassili, quoi lire, quoi écrire, en fait, il y a beaucoup de projets consacrés à Raphaël. Et informez-vous, pourquoi pas. Donc, on va nous revoir en décembre à l'exposition. C'est intéressant de voir comment tous ces objets mis ensemble pourront nous raconter leur histoire. Merci beaucoup, chers collègues, et à bientôt. Большое спасибо Merci, вам, merci beaucoup. Василий Михайлович, и вашим коллегам Merci, Vassili, за à vous et идеи, à vos которые мы, к collègues сожалению, не pour видим. cette introduction à l'exposition que, Но, bon, тем не malheureusement, менее, nous ne pourrons и pas voir сейчас maintenant, я mais quand хочу même. предоставить вам Et слово, maintenant, je voudrais чтобы vous сделать donner la parole какое-то pour заключение peut-être и dire дать quelque chose en возможность tant que voilà, нашим parole зрителям euh, западноевропейским de, задать je ne vais вопросы pas dire de и conclusion, mais сделать voilà, комментарии. pour Только dire недолго, quelque chose, un поскольку petit мы уже commentaire. довольно много времени потратили, и наши Il ne nous переводчики reste pas beaucoup de наверняка temps. устали. Je pense que И nos я interprètes sont хочу déjà попросить вас, fatigués. Василий Михайлович, Donc, принять во Vassili, внимание euh, это обстоятельство. je Говорите, vous пожалуйста, медленно, propose, потому je что vous свой invite темп. aussi Я бывший переводчик, à bien и tenir ça изучала en tête. Moi, en традиционно, tant и qu'ancienne я понимаю, насколько traductrice, тяжело было нашим interprète, коллегам
simultanée notamment, je sais à quel point c'était difficile pour nos collègues de suivre le rythme du discours naturel de cette vidéo. Donc, c'était pas facile. Donc, si vous pouvez parler un peu plus lentement, ça serait bien. Donc voilà, en tenant compte du fait que chaque mot, chaque phrase devra être Хорошо. Ну, interprétée. я бы на самом деле D'accord. воздержался как раз от каких-то еще и заключений En fait, касаясь этих j'ai pas вопросов. tellement envie И de абсолютно faire des сажусь с тобой conclusions полностью. quelconques. Je vous propose de passer Да, tout de suite aux хорошо. questions Тогда s'il y en a. я озвучу OK, pas de комментарий, souci. Donc, je vais lire который к нам пришел en еще в обсуждении commentaire нашего que nous avons eu en видео. fait au tout début de la Это vidéo. комментарий от одного из наших C'est un commentaire qui vient участников d'un участниц spectateur слушателей qui nous suit assez эрмитажных вечеров. souvent, qui Я suit nos прочитаю soirées de тогда l'Ermitage. по-французски Donc, je vais le и lire по-русски. en Je français et en préférerais russe. que les cartons soient préservés. Bruxelles n'en garde que quelques-uns, contemporains ou de peu d'après. Очень редко получается так, что сохраняются картоны к шпалерам. В Брюсселе всего несколько современных осталось и очень немного более старых. И вот с этого комментария мне Donc, de ce хотелось бы point de vue, начать обсуждение en вопросов, partant de ce потому commentaire, что j'aimerais bien все-таки lancer наша notre основная публика, discussion которая parce сегодня qu'effectivement, пришла notre на наш вечер, public это principal, бельгийцы. ce Это sont люди, живущие в les Брюсселе, в Belges, Валлонии, во donc les Фландрии, gens qui habitent где à искусство Bruxelles, en гобелена и Wallonie, à искусство Flandre, шпалеры où l'art национальное de la достояние. tapisserie est vraiment Поэтому l'héritage вопросы те national. картоны и Et те donc, художники, la которые question, les после cartons Сако ди et Рома les artistes qui, уехали во après Фландрию, Sacco di вы Roma, sont partis упомянули en в Flandre, видео. bon, le fait historique que vous Какой avez след, évoqué есть ли у dans вас la vidéo, в коллекции est-ce que или сведения, euh, или произведения искусства, dans votre связанные collection, il с y a линией des œuvres Рафаэля во d'art ou Фландрии? peut-être en tout cas des informations А, sur la lignée de Да, у нас Raphaël en есть Flandre? шпалера Oui, по рисунку Джулио nous Романо, avons une которая, tapisserie конечно, sur, сейчас d'après le практически dessin сожжена. de Фламандская она или нет, Romano. Là, j'essaie de me ну, souvenir, маловероятно. de me rappeler si c'est flamand ou pas, Кстати, mais en tout не cas, помню il y точно a по de поводу fortes на chances. выставке, но Cette она висит на tapisserie ne стене. faisait pas partie ni de cette vidéo ni de И l'exposition, вообще mais эта fait partie коллекция de notre шпалер, она collection довольно permanente. большая, и En fait, nous avons une среди très grande collection de tapisseries, фламандских dont тем, plusieurs связанных с Рафаэлем. flamandes, Также, да, у нас есть и чудесная лужа et aussi Бульба, liées à картон Рафаэля Raphaël. Il y a par и exemple une tapisserie, А чей это La улов это? pêche, sur Ну un вот carton de Raphaël. шпалера не моя узкая тема, Et c'est прям de qui? скажем. Тут я Bon, так pour боюсь, значит, vous dire la vérité, соврать. les tapisseries, ce n'est pas Но фламандских шпалер у нас много. mon domaine de spécialisation, mais on Да, en вы a знаете, мы, beaucoup, hein. наверное, Si vous voulez, je не peux можем сейчас с вами vérifier vite fait. отвлекаться, но мы, наверное, попросим коллег из Эрмитажа, Bon, с pas besoin de которыми le мы faire tout de будем на suite, mais en tout следующей cas, voilà, ça неделе, me donne une idée которые de могут demander à nos поделиться, collègues de ознакомить l'Ermitage, бельгийскую публику с peut-être de собранием nous présenter votre фламандской collection шпалеры Эрмитажа. de Если ее tapisseries много, flamandes. то это тем более Je интересно, pense que ça peut intéresser notre потому что, public конечно, это belge, justement, необыкновенные исторической художественной ценности вещи, parce que которые ce sont des objets d'une благодаря valeur тому, что historique et вы благодарны artistique tout услышите, à fait тем более, что exceptionnelle. сейчас в Эрмитаж приехать и посмотреть это достаточно Surtout сложно, qu'aujourd'hui, поэтому c'est я assez очень difficile de прошу venir à l'Ermitage еще pour один les admirer комментарий en и personne. Un вопросы autre на commentaire русском языке. et une question, donc Спасибо ça c'est en langue огромное за russe. такое подробное Merci и beaucoup очень интересное pour повествование о выставке. ce récit Вот détaillé, что intéressant правда о sur Сикстинском l'exposition. доме, Est-ce que это Дрезденская галерея, насколько я vous понимаю, allez nous dire quelque chose и sur la влияние Madone этой картины Sixtine, на c'est la русских galerie писателей de XIX Dresde, века? et son influence Да, ну, sur объясню выставки как les artistes russes du Мадонна. 19e. Сама Сикстинская Мадонна, а феномен ее влияния Bon, был bien évidemment, прославлен со времен l'influence de la фламандских, Madone de Sixtine a été ну, не évoquée через весь 19 lors de век, как известно, l'exposition, donc tout au long du 19e et du определенное 20e влияние siècle. Сикстинской Мадонны, Il y которая, a eu конечно, была comme un fil rouge cette influence de la Madone самым главным Sixtine. произведением
qui à ce moment-là, bon, était considéré comme l'œuvre principale de Raphaël. C'est intéressant parce qu'avant le XVIIIe siècle, il n'était pas connu du tout. Il se trouvait bon, dans un monastère quelque part en Italie, mais après, elle a été amenée en Allemagne et du coup, il y a eu ce nouveau regard. Euh, Elle a été considérée comme une sorte d'idéal spirituel. Les peintres, les artistes, les poètes la regardaient comme ça, de cette manière. Bon, notre exposition, c'était une exposition de l'art figuratif, mais vous savez, il y a Alexandre Ivanov, par exemple, un artiste célèbre russe qui a fait une copie de la Madone de Sixtine, exécutée à Dresde. On voit bien que c'est une copie assez exacte, mais avec quelques changements. Euh, Surtout, c'est visible quand on regarde les yeux. Donc, les yeux chez Ivanov sont encore plus sombres. Ça fait un regard encore plus intense, plus que chez Raphaël lui-même. Et le même regard de la Madone Sixtine, mais aussi renforcé, si vous voulez, on peut le retrouver chez Vassiltsov. C'est une esquisse des fresques de la cathédrale de Vladimir à Kiev, et puis aussi Vroubel, bien évidemment. C'est un artiste bon, plus moderne. Et là, il ne reste que ses yeux, en fait, de Raphaël, si on peut le dire comme ça. Et dans le catalogue, dans les textes aussi, nous avons évoqué la valeur de la Madone de Sixtine pour Tolstoï, pour Dostoïevski. Donc, les deux avaient des copies peintes dans leur cabinet de travail, et comme pour beaucoup de Russes de la deuxième moitié du 19e, de la première moitié aussi, pour Pouchkine, par exemple. La Madone de Sistine était toujours très à part, une œuvre d'art d'à part. Et au XVIIIe siècle, la Madone de Sistine était plus la Madone de Raphaël. Et je pense que pour beaucoup de personnes, même au XXe siècle, c'est la même chose. Même pour Vladimir Vysotsky, le poète très lointain en fait, de la peinture, même lui, il parle dans ses poésies, dans ses poèmes, de la Madone de Raphaël. Oui, le catalogue de l'exposition. Oui, voilà. Ici, nous avons. C'est une petite version, c'est le guide de l'exposition. Et derrière, nous avons la peinture du XVIe siècle et c'est la Madone de Sistine de Salvador Dali. Sans visage ici. C'est une image qui commence à être plus floue. Vassili Mikhailovich, s'il vous plaît, à la fin de la vidéo, votre collègue a mentionné le fait que vous allez préparer une vidéo de l'excursion de cette exposition. Est-ce que vous l'avez bien filmée? Cette vidéo, oui, en effet, cette vidéo existe. On aimerait bien avoir le lien pour cette vidéo si c'est possible. C'est certain que sur le site de l'Ermitage, ces vidéos existent. C'est très bien. En fait, cette session d'aujourd'hui, elle va être enregistrée, elle va être mise sur le site de la Maison Russe à Bruxelles et là-bas également, on va essayer de mettre les matériels sur l'exposition également. Et pour ne pas attarder encore plus aujourd'hui, parce qu'encore une fois, le travail des interprètes est important, mais c'est pas sans limite, je voudrais vous demander encore une fois pour notre public de résumer encore une fois les noms principaux, les directions principales de la ligne de Raphaël qui ont été représentées dans votre exposition brièvement. Oui, peut-être je vais dire en général quelques mots sur la collection de l'Ermitage pour continuer ce que j'ai dit au début. Donc,
la collection de l'Ermitage a été créée pendant Catherine II et pendant Nicolas I, donc le 17e, le début du 18e siècle, elle reflétait le classicisme surtout. Et pour cette raison, justement, la ligne classique dans l'Ermitage est très bien représentée. Et pour cette raison, par exemple, nous avons assez peu de pièces en fait, des peintres avant Raphaël, donc les peintres de début de la Renaissance, ce qu'on appelait les primitifs. C'est quelque chose, les peintures qui n'ont pas, soi-disant, atteint la perfection. Ce qu'on croyait. Ben, bien sûr, la qualité n'est pas pire que les créations, d'autres créations. Mais donc, cela a été considéré comme la création primitive. Et donc, avec la Renaissance, Raphaël, Leonardo et les sculptures de Michel-Ange. Et ensuite, nous avons la ligne classique. Et la ligne classique, ce n'est pas du tout ce qui est populaire aujourd'hui, de nos jours. Après le XXe siècle, après le modernisme, les accents sont mis très différemment dans l'histoire des arts. Au premier plan, nous retrouvons de nos jours n'est pas quelque chose de très harmonieux, beau et parfait, mais au contraire quelque chose d'étrange, bizarre, quelque chose peut-être pénible même, mais très expressif. Et chose qui vous attire par son expression, par son individualité. Et pour cette raison, les accents de nos jours dans l'histoire des arts sont mis très différemment. Mais l'Ermitage nous permet de voir l'histoire des arts du point de vue de la ligne classique des arts. Par exemple, nous avons des académistes comme Carracci, Guarderini et juste une seule peinture de Caravaggio de sa période en fait initiale, avant qu'il devienne Caravaggio très connu qu'on connaît tous. Et même aujourd'hui, on croit que Caravaggio est aussi plus important que Carucci, alors que ça n'a pas été le cas avant. Et ensuite, dans notre exposition, par exemple, au XVIIIe siècle, c'était les néoclassicistes qui étaient plus représentés, comme par exemple Battoni qu'on a vu dans notre vidéo. Et aujourd'hui, pour nous, le XVIIIe siècle, c'est plutôt rococo initial, plutôt le rococo qui était justement anti-Raphaël. Et ensuite, au XIXe siècle, nous avons eu de rebelles aussi qu'on apprécie, les impressionnistes, les post-impressionnistes, etc. Et on n'apprécie plus la ligne classique, même Ingres, nous avons eu dans notre exposition, est considéré aujourd'hui comme le peintre de deuxième plan par rapport à Claude Monet. Peut-être seulement en France, ce n'est pas le cas, mais dans le monde entier, c'est plutôt comme ça. Et du point de vue de la ligne classique, Ingres, c'est le peintre le plus important du XVIIIe siècle. Donc, et ainsi de suite. Toute la collection de l'Ermitage reflète justement ces goûts différents qui, maintenant, ne sont pas si clairs. Parce que après la révolution moderniste du début du XXe siècle, les regards ont changé, mais maintenant, où dans les domaines différents de la vie, on parle d'une reconsidération de l'approche à beaucoup de choses et à la vie elle-même, aux valeurs de la vie. Le retour, la reconsidération de ces traditions classiques nous paraît important.
quelque chose qui a été considéré comme ennuyeux, comme au XXe siècle était considéré comme ennuyeux, au XVIIIe siècle était considéré comme quelque chose de parfait. Et de trouver la vérité dans les deux points de vue pour comprendre qu'est-ce que ces deux points de vue représentent pour nous aujourd'hui. Par exemple, parce qu'on parle de métamoderne aujourd'hui. Et le métamoderne, comme je le comprends moi, c'est cette sincérité et cette tentative de devenir au sentiment sincère et l'ironie de l'autre part. Donc, on est comme si la personne était un peu, comment dire, mal à l'aise à cause de son attitude envers les arts classiques. Oui, c'est un peu comme ça. Donc, c'est à ça qu'appelle cette exposition, de réfléchir sur ces points-là, de façon critique, mais bien réfléchir. Et cette phrase que tous les Russes connaissent de Maïkovski, qui au début du XXe siècle disait de faire tomber Pouchkine du bateau de la modernité. Et maintenant, c'est comme l'heure était venue de encore retrouver Pouchkine et Raphaël et de les mettre sur leur piédestal. Et merci beaucoup pour ces informations. Sur cette note positive, on va clôturer notre soirée. Chers amis et chers spectateurs, vous pouvez retrouver le lien dans le chat. Merci à mes collègues qui travaillent avec nous ce soir. Donc, vous avez le lien pour la visite virtuelle pour cette exposition, la ligne de Raphaël. Donc, vous pouvez y cliquer tout de suite. Et vous avez également le lien pour le catalogue de l'exposition La ligne de Raphaël 1120-2020 qui peut être feuilleté. Le catalogue est sur le site de l'Ermitage. Encore une fois, merci beaucoup. Nous avons eu Vassili Mikhailovich Uspensky, le conservateur de la gravure italienne et le chercheur de l'Ermitage de l'État. Donc, j'avais une question aussi pour la gravure italienne, mais malheureusement, nous n'avons plus le temps. Mais j'espère qu'on va se revoir encore avec vous. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient avec nous ce soir pour une soirée de l'Ermitage. Merci à tous les collègues qui l'ont aidé pour diffuser cette vidéo et pour la rendre accessible à tous ceux qui parlent français. Et je vous souhaite une très belle fin d'année, une belle nouvelle année. Je vous souhaite de réussite et j'espère de vous voir tous à notre plateforme virtuelle de la Maison Russe. Merci. Recording stopped.